très enthousiaste aujourd'hui de plonger dans l'envers du décor de l'univers de la relation d'aide et des premiers répondants. On reçoit aujourd'hui Catherine Drapeau, qui est psychologue et art-thérapeute. Elle est spécialisée en trauma et trauma vicariant. On va s'interroger aujourd'hui à savoir est-ce que le trauma, c'est contagieux? Comment est-ce qu'on fait quand au quotidien, on est confronté à la souffrance humaine? Ça va être un épisode assez clinique, très riche de sens. On va vraiment aller en profondeur aujourd'hui, se poser des vraies questions. Puis pour ceux et celles qui sont curieux de savoir comment ça se passe dans le bureau de sa thérapeute, on va donner une petite information aujourd'hui à ce sujet-là. Bienvenue au podcast Créer, grandir, soigner. Un espace pour s'inspirer, grandir et se transformer. Je crois que la plus grande forme de liberté réside dans la conscience. Conscience de son monde intérieur, de son pouvoir créateur et de guérison. Ce podcast s'adresse aux esprits avant-gardistes, aux curieux et à tous ceux qui cherchent à créer une vie alignée et pleine de sens. Bienvenue à notre podcast. Allô Catherine! Allô! Bienvenue! Merci! Bienvenue au Centre thérapeutique Boréal. C'est ici qu'on enregistre. Tu es déjà venue dans nos bureaux. Catherine, tu es psychologue, art-thérapeute, formatrice et conférencière spécialisée en trauma, notamment les traumas vicariants. Tu travailles au quotidien à titre de psychologue et d'art-thérapeute, notamment avec les premiers répondants, avec les policiers. Puis aujourd'hui, tu viens nous parler de trauma. Oui. Merci, je suis tellement contente de te recevoir. Tu es vraiment la bienvenue ici. Ben, merci de me recevoir. C'est le fun de parler de trauma. Je sais que ça, pour bien des personnes, ça va pas fitter. Là, quand on pense à trauma, on n'a pas un gros sourire sur le visage, mais c'est un thème là, qui me touche beaucoup et qui m'intéresse. Ça fait que ça me fait plaisir d'en parler. Pourquoi justement ça t'intéresse puis ça te touche beaucoup? Est-ce que c'est issu de ton travail ou c'était déjà un intérêt que tu avais? Je pense que c'était déjà un intérêt que j'avais. À la base, j'avais l'intérêt de travailler en relation d'aide, de un peu là, le cliché, là, vouloir faire une différence. Puis, dans le cadre de ma maîtrise en art-thérapie, j'ai eu le privilège de travailler avec des femmes qui sont survivantes de différents types de traumatismes. Puis, juste de découvrir ce travail-là, pour moi, ça a ouvert vraiment là, un monde. Puis, c'est venu quelque chose qui s'est vraiment comme ancré, qui s'est concrétisé, là, mon désir d'approfondir mes connaissances, puis mes compétences dans ce domaine-là, donc de travailler là, en trauma. Avec les personnes qui survivent à un trauma. Puis exact. Comment est-ce que tu expliquerais, tu sais, c'est quoi le trauma, en fait? Est-ce que c'est plus psychique, c'est plus physique? Ça serait quoi ta définition du trauma? C'est un mot qu'on entend souvent. Nos auditeurs vont sûrement avoir cliqué sur le truc à cause de ce mot-là. Mais ça serait quoi ta définition à toi? Ou vont hésiter de cliquer dessus. Parce que comme, oh, ça fait peur! Ben, c'est vraiment une belle question. Puis je pense que c'est une question que beaucoup de personnes vont se poser. Puis la réponse à cette question-là, elle a évolué dans le temps, puis c'est encore sujet à débat. Il y a différentes compréhensions du trauma. Fait que, tu sais, je m'étalerai pas, là, ta question, c'est quoi ma définition d'un trauma? Je vois le trauma comme étant, non pas une situation, donc dans l'ancien temps, avant, on percevait, on comprenait le trauma comme étant une situation. On vit un trauma parce qu'on vit une situation qui n'est pas normal pour un humain. Right? Genre une situation grave. C'est ça. Comme par exemple une catastrophe naturelle. On témoigne d'un meurtre. On subit une attaque où est-ce qu'on passe proche de mourir. On a un accident grave avec des blessures physiques graves, justement. On associe souvent, quand on pense au trauma, on pense aux vétérans de la guerre. Ouais. Hein? C'est avec souvent le trouble du stress post-traumatique. Exactement, exactement. Eux, ils ont vécu des traumas. Alors que c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus nuancé, le trauma. C'est subjectif, en fait. Ça fait qu'un trauma, quand on parle de traumatisme, on parle de la perception d'une menace à son intégrité physique ou psychique. Et puis, donc, c'est pas la situation qui est traumatique, mais c'est vraiment la perception d'une menace. Et puis, ça peut venir à partir d'une exposition qui est directe, comme par exemple un accident, une agression physique, une agression sexuelle, une situation justement de guerre,
Ça peut être, donc, il y a plusieurs exemples. Une morsure de chien, tu sais, le classique, là, un enfant qui se fait mordre par un chien puis qui demeure traumatisé de ça au travers de sa vie. Mais ce qu'on sait, c'est que, si je prends l'exemple de la morsure de chien chez l'enfant, il y en a bien des enfants qui vont se faire mordre par un chien puis qui vont devenir vétérinaires. Ouais. Alors, c'est vraiment le fait que l'événement a été perçu comme étant une menace, puis il y a un paquet de facteurs qui auront été présents ou non, qui auront fait que la personne aura pu survivre, puis gérer la charge qui est émotionnelle, qui est liée à la menace. Gérer la charge émotionnelle. Oui. Fait que si la charge émotionnelle, elle peut pas être évacuée, on peut pas le vivre pleinement, il y a plus de chances que ça se cristallise comme un trauma. Exactement. Puis quand on dit que ça se cristallise comme un trauma, mais c'est au moment où est-ce qu'on vit un événement, où est-ce que notre cerveau, là, il perçoit une menace par nos sens, que ce soit, là, peu importe les sens, OK? Ouais. Le cerveau, il reçoit l'information que comme, oh, il y a une menace. À ce moment-là, la partie de notre cerveau qui est, on va dire, plus primitive, ou il y en a qui vont dire animale, ou... Ouais. C'est la partie qui est responsable de toutes nos émotions, qui est une partie qui va gérer le système d'alarme, qu'on va dire, le fameux qui va générer des réactions de stress, de survie, le fameux fight, flight or freeze, donc combattre, fuir ou figer. Ouais. Donc, ce processus-là va être enclenché, va générer des réactions de stress qui sont très fortes puis qui sont très normales. Quand ça se passe, mais c'est comme si que ça envahit d'autres parties de notre cerveau qui sont très importantes dans la vie de tous les jours, qui nous permettent de prendre des décisions, qui nous permettent de faire sens des choses, qui nous permettent de résoudre des problèmes de manière éclairée. Qui va, par exemple, nous permettre de dire, bon, je sais pas, par exemple, je suis dans le trafic. Je me sens stressée, mais je ne vais pas mourir du trafic. Je suis pas, écoute, il n'y aura pas d'accident, on va pas nulle part. Je suis pas en danger. Je suis pas en danger. Tu sais, je suis stressée parce que j'ai peur d'être en retard, j'ai un rendez-vous, mais je suis pas en danger. Fait que d'être capable d'avoir ces réflexions-là, ça, c'est la partie vraiment là, de notre cerveau qui est plus la partie logique, qui est responsable des fonctions exécutives. Mais quand on est sous un gros stress puis que notre cerveau il perçoit qu'il y a une menace, il coupe l'accès d'une manière à cette partie-là de notre cerveau. C'est comme un override, là, vraiment un envahissement par des hormones de stress parce que ce qui est important, c'est de survivre. Ouais. Fait que pendant que ça se fait, toute l'information là, qui est à capter, qui est captée durant cet événement-là, mais elle n'est pas nécessairement classée comme elle devrait l'être. Ce qui fait qu'une fois que l'événement est fini, hein, on a une grosse charge d'adrénaline, une fois que l'événement est fini, mais ce qu'on va dire souvent, ce qui est préférable, puis ce qui va aider à digérer le stress, ça va être de s'assurer de retrouver un état de calme, de s'apaiser. Pour que notre cerveau, notre système nerveux, il retrouve ses capacités exécutives. Ouais. Mais pour que ça soit possible, il faut calmer le système de survie. Il faut comme réussir à éteindre l'interrupteur là, qui a été activé, retrouver un état de calme. Puis ensuite de ça, au fil du temps, c'est là que on retrouve là, un espèce de rythme de vie, puis on va retrouver nos capacités à décortiquer ce qui s'est passé, puis faire la part des choses pour que notre cerveau, il enregistre l'information que j'ai perçu une menace, j'ai vécu quelque chose de gros, ça m'a ébranlé, c'est tout à fait normal, mais là, c'est fini. Mais est-ce que ça se peut que quelqu'un qui aurait vécu, par exemple, un carambolage, qui est coincé dans son véhicule à la suite de ce carambolage-là, donc qui a un trauma, qui est traumatisé, qui se retrouve dans un trafic tout à fait régulier sur la 40, bien lui, ça se peut qu'il réagisse peut-être avec moins de calme, de comme « Ah, ça me fait suer d'être pogné dans le trafic, je vais être en retard », tout ça, mais lui, ça devienne signe de danger.
Absolument. Puis elle est là la nuance. Donc, c'est pas le carambolage, puis le fait d'avoir été pris dans la voiture qui est tu sais, qui est un trauma. Ça va vraiment être le fait que la personne se perçoit comme étant en danger. Ouais. Puis qu'est-ce qui fait qu'une personne va être traumatisée? C'est que dans les moments qui auront suivi l'événement, les moments, les jours, les semaines, il y a quelque chose qui fait que quand, par exemple, elle se retrouve dans le trafic, une première fois qu'elle se retrouve dans le trafic, avec un char en avant, en arrière, à gauche, à droite, puis que là, on sent le cœur, il bat vite, les mains moites, des réactions qui sont toutes normales, right? Mais si la personne, mettons, n'a pas eu la chance d'avoir cette information-là que, hey, ce que tu as vécu, là, c'est gros. Ouais. Puis il y a des chances que la prochaine fois que tu te retrouves dans une situation qui te rappelle ça, que tu vives des réactions, c'est normal. Respire. Rappelle-toi que t'es pas d'un accident. Ça, c'est passé. Là, aujourd'hui, c'est pas le fun. T'es dans le trafic. T'as des réactions de stress qui sont normales. Respire. Mets-toi une musique que t'aimes. Arrange-toi pour retrouver un état de calme et pas de fuir la situation. C'est là que le trauma se cristallise. C'est là qu'on cristallise le traumatisme. Si elle n'a pas ce soutien-là à la suite de l'événement avec un potentiel traumatique. Exactement. Parce qu'à partir du moment où est-ce que la personne va... Parce que là, on pourrait certainement comprendre que tout d'un coup, la personne aurait tendance à vérifier son itinéraire pour se déplacer à des moments où il y a moins de trafic. Ah, les évitements. Les évitements. Donc, à chaque fois qu'on va éviter des rappels, on cristallise davantage. Dans le fond, on évite des opportunités de changer le message que notre cerveau a enregistré. On évite des opportunités de changer le message. Oui. Confronter ses peurs. Exactement. Exactement. Puis ça, c'est quelque chose que toi qui travailles avec des personnes qui ont des traumas, c'est quelque chose que tu remarques, qu'ils ont développé des patterns, des comportements d'évitement. Oui. Puis ça, il y a différents types aussi. Tu sais, comme ce que je mentionne, là, d'éviter les heures de trafic. Ouais. Mais il y a quelque chose où est-ce que ça peut être généralisé. Là, éventuellement, on peut se mettre à éviter à conduire. On peut voir éventuellement qu'on va éviter, on va préférer le télétravail. On va donc éventuellement s'isoler davantage. On va éviter des films où est-ce que des films qui peuvent avoir des scènes d'accidents, etc. Donc, vraiment éviter d'avoir des comportements qui vont nous... Interdire à ses enfants de conduire, même. Oui, puis, oui. Appeler son conjoint, sa conjointe. T'es-tu arrivé? T'es-tu correct? C'est ça. Mais on va aussi avoir des types d'évitements qui vont être plus... on va avoir des comportements même cognitifs. Ça fait que, par exemple... Donc, des comportements cognitifs, c'est des pensées. Des pensées. Ça fait que je vais éviter d'avoir des pensées au sujet de mon trauma. Je vais éviter les souvenirs. Je vais... je pourrais... Autant que, tu sais, suite à un événement potentiel traumatique, une des choses qui va être vraiment importante, ça va être de protéger le sommeil. Parce qu'une des choses qu'on sait, c'est que toute la digestion, la consolidation, le traitement de l'information là, qui est associée au trauma, mais beaucoup de ça se fait pendant qu'on dort. À travers des rêves, entre autres. Fait que ça peut faire peur d'avoir des rêves à propos de l'événement, mais il faut comprendre que de rêver, ça nous aide à traiter l'information. Ça fait que ça se peut que, par exemple, si on se retrouve à l'hôpital après un accident ou après un gros événement, qu'un personnel médical, le médecin, nous prescrive temporairement un médicament pour le sommeil. Ouais. Une des raisons de ça, ça va être pour protéger le sommeil. Mais à la longue, on pourrait choisir de, on va dire, aider notre sommeil de manière chimique pour éviter de faire des cauchemars, pour éviter de faire des rêves. À ce moment-là, moi, ma recommandation, ce serait de consulter un professionnel du sommeil ou un psychothérapeute ou son médecin
pour aller voir, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller travailler là, cette espèce d'évitement qui est en train de se mettre en place. Oui. Donc, tu sais, on pourrait penser à éviter de parler de ce qui s'est passé. Tu sais, ça n'est un gros. Ouais. Tu sais. Donc, on cherche à éviter les souvenirs. Mais quelqu'un qui n'a pas eu là, ces ressources-là tout de suite après un événement, des fois, on ne sait même pas que ça a un potentiel traumatique, peut-être, tu sais. Quelqu'un qui a pas confronté ses peurs, puis tout ça, 15 ans plus tard, là, puis il se rend compte que ça impacte sa vie, probablement. Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'on... Non. L'hésitation, là, il y avait comme un non. Ouais. Moi, je pense qu'il n'est jamais trop tard. Pour consulter. Pour consulter. Puis quand je dis, tu sais, de consulter, tu sais, c'est sûr que la psychothérapie, c'est un des blocs fondamentaux là, du traitement en trauma. Mais c'est pas pour tout le monde. Puis ensuite de ça, dans les différentes formes de thérapie, de psychothérapie, ben, il y en a plusieurs. Donc, c'est pas nécessairement, par exemple, mon approche qui va, tu sais, être harmonieuse avec les besoins, être en harmonie avec les besoins de tout le monde, là, ça, c'est certain. Puis... oui, puis le trauma, il va être abordé de différentes façons par différents, tu sais, il va y avoir des spécialisations selon différentes approches. Exactement, exactement. Mais non, je pense pas qu'il est trop tard. La chose avec le trauma, c'est ce qu'on sait, c'est que plus il y a de temps qui s'écoule entre le trauma premier, de un, il va y avoir eu d'autres événements dans la vie qui vont s'ajouter. Parce que c'est ça, la vie. Ouais. La vie, c'est une séquence d'événements stressants, c'est une séquence d'événements à potentiel traumatique. Et puis, tu sais, c'est comme je mentionnais, tu sais, un événement qui peut devenir traumatisant pour moi peut être aussi banal que mon enfant qui, je sais pas, marche à l'école pour la première fois. Et puis, finalement, ben, elle tombe, elle s'écorche les genoux. Et puis, pour une raison ou une autre, ben, pour moi, le fait que mon enfant s'est blessé en allant à l'école, ben, ça vient chambouler là, tout mon fort intérieur. Puis, ça devient là, un traumatisme pour moi. Donc, c'est pas nécessairement parce que il y a un traumatisme premier qu'il va pas y avoir d'autres événements qui peuvent s'additionner. Exactement. Donc, ce qu'on sait, c'est que on laisse place à la possibilité, le potentiel d'un processus d'accumulation et que plus il y a de temps qui s'écoule entre un premier trauma et, on va dire, le traitement, mais c'est qu'on laisse plus de chance à la cristallisation. Ouais. Donc, c'est pas que le travail peut pas être fait, c'est que ça se peut qu'il prenne plus de temps. Ouais. Mais chaque personne est différente. Puis, ce qui est important dans cette notion-là, de dire comme, OK, comme, tu sais, 15 ans plus tard, là, paf, ça nous pète en pleine face, puis on a plein de symptômes, là, des cauchemars, on a plein de sursauts, on a de l'hypervigilance, ça fait que, tu sais, on s'inquiète des douleurs beaucoup, physiques aussi. On a des symptômes physiques, etc., etc. Moi, la première question qui va me venir en tête, c'est, ben, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait à travers de toutes ces années-là pour fonctionner comme vous l'avez fait. Oui, le corps s'est adapté. C'est ça, finalement. Ça fait qu'il y a quelque chose où est-ce que, tu sais, 15 ans plus tard, ben, d'un côté, on va dire, plus positif, on a ça à travailler avec, là. Ouais. Tu sais, une preuve très concrète, là, que l'humain, la personne est très résiliente, mais il y a toutes ces ressources-là là, qui peuvent être, là, tu sais, travaillées puis mis en lumière. Ouais. On a nommé plusieurs fois le mot cristallisation, toi puis moi, puis je veux juste peut-être l'expliquer un peu à nos auditeurs. Là, la cristallisation, ben, toi, tu peux le dire dans tes mots, mais en gros, c'est vraiment que le trauma et tout son set de croyances qui vient avec, c'est vraiment enraciné. Ça serait ça un petit peu. Fait que quand on fait un travail thérapeutique de trauma, c'est pas tout de suite nécessairement l'événement traumatique, mais plus que tout ce qui l'entoure, finalement, et les croyances, et les schèmes, et les dynamiques comportementales qu'on a développées par après. C'est ça un petit peu? Oui. Puis, tu sais,
c'est un peu... C'est l'idée des habitudes. Tu sais, en anglais, là, on dit on can't teach an old dog new tricks, là. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui est vrai à un certain point, tu sais. Mais c'est la notion que on développe des habitudes, puis plus on a une habitude pendant vraiment longtemps, plus c'est difficile de s'en défaire. Ouais. T'sais? Fait que c'est un peu le même principe. Où est-ce que, si je parlais d'un trauma premier, on peut voir ça comme justement des couches de terre, là, mon jardin. Là, je vis un trauma premier. Puis là, ensuite de ça, il y a un premier éboulement de terrain. Écoulement de terrain. Éboulement de terrain. Éboulement de terrain. Ouh, là, on a une couche de terre. Là, ensuite de ça, ça a brassé encore plus haut. Ça fait que là, il y a des grosses roches qui sont tombées. Puis là, ensuite de ça, il y avait du sable, il y a une tempête de sable. Fait que là, on a une couche de sable. Puis... Fait que tout d'un coup, on se retrouve avec plein de couches de vie. Puis là-bas, en bas, là, on a notre trauma premier. Ouais. Ça fait que on n'est pas capable de se rendre là. Il faut creuser un bout, par exemple. Il faut creuser un bout. Ouais. C'est ça. On va se faire des muscles. Oui, c'est ça qui est le fun, pareil. Là. Oui. On se met en forme. Ouais. OK. Fait que là, on a, mettons, mis la table sur c'est quoi le trauma. Puis la question un petit peu qu'on voulait explorer aujourd'hui, c'était le fait que, toi, dans ton travail, tu entends des histoires de trauma, il faut dire aussi, là, dans nos travails, on entend aussi plein de belles histoires. Là. Souvent, on entend comment vous faites pour faire votre job, mais on entend plein de belles histoires de résilience aussi. Mais ça reste qu'on est confronté souvent à des histoires de trauma. Puis, il existe un terme que j'aurais aimé que tu expliques qui s'appelle le trauma vicariant, dont... j'allais dire dont souffre. Je pense que tu vas me contredire là-dessus, là, mais dont souffrent, je dirais, beaucoup de professionnels en santé mentale, les premiers répondants, les thérapeutes, les psychologues, psychothérapeutes, policiers, ambulanciers, les infirmiers, infirmières, les gens qui voient là, de faits, qui entendent parler puis qui assistent à des images traumatiques. C'est quoi le trauma vicariant? C'est souffrant. Ouais. C'est souffrant. Je te contredirai pas là-dessus. Mais c'est normal. Donc, le trauma vicariant, c'est normal. C'est la première chose que je vais dire. Puis, c'est quoi exactement? C'est pas un diagnostic, c'est pas un trouble de la santé mentale. Donc, c'est un phénomène, on pourrait dire presque un syndrome. Essentiellement, un trauma vicariant, c'est les changements interne de la personne thérapeute qui résulte de son engagement empathique à répétition avec des récits de trauma. Fait que, plus simple, ce que ça veut dire, c'est que comme thérapeute, mais pas juste comme thérapeute, comme tu mentionnais, ça affecte, on peut voir ça tout à l'heure, là, mais ça touche plusieurs populations. Ouais. Donc, des personnes qui, dans leur travail, vont écouter. Puis je dis écouter, mais écouter au sens large. Ça fait que, par exemple, moi, j'ai déjà eu un suivi avec une personne qui était dans le silence. Dans le silence. Donc, c'est une thérapie non-verbale, essentiellement. Faut dire que tu es art thérapeute aussi. Exactement. Donc c'était un suivi art thérapeutique. Et puis, donc, il y avait la présence là, de la manipulation d'un processus créatif et le corps, right? Ça fait que les échanges non-verbaux et créatifs, on va dire. Et puis, c'est un des suivis qui, pour moi, a été le plus évocateur, dans mon empathie, où j'ai eu à travailler vraiment fort pour demeurer dans un équilibre empathique. On reviendra à ça aussi, là, mais... Donc, c'est de, jour après jour, de manière répétée, de recevoir, d'accueillir, de contenir des histoires, des faits, des émotions, des images qui sont associées à de la cruauté humaine, à de la souffrance extrême, à une détresse psychologique, physique, émotionnelle. Donc, de recevoir tout ce contenu-là depuis une posture empathique.
Est-ce que tu dirais que l'empathie nous fragilise face au trauma? Non, du tout. Mais je dirais que c'est notre capacité et notre manière de la gérer, de l'habiter, de la manifester. Ouais, de la manifester. Je dirais de l'utiliser, on va dire. Donc, on peut être envahi par notre empathie ou on peut utiliser notre empathie comme un outil professionnel. Ouais. Donc, un outil thérapeutique. Donc, quand je suis envahie, quand je suis dans plus un envahissement, où je me noie un peu dans l'empathie, concrètement, mais je pourrais me voir dans mon bureau en présence de quelqu'un qui me raconte des horreurs ou qui vit un moment vraiment émotionnel et je sens la souffrance et que moi, dans mon empathie, mais je suis penchée par en avant. Je pourrais même ressentir peut-être de l'eau dans mes yeux. Oui. Donc, là, je suis, à travers mon empathie, je suis dans la détresse de la personne devant moi. Puis ça, je dois juste normaliser que ça nous est tous déjà arrivé. Absolument. Là. De se dire, pourquoi cette cliente-là ou cette patiente-là, se retenir de pleurer, ou même de pleurer, là, d'être vraiment envahie. Absolument. C'est normal aussi. C'est normal. Ouais. Puis on est des humains, là. Ouais. Et puis, d'avoir cette capacité-là d'entrer en relation avec la personne à travers de cette connexion-là empathique, là, puis d'être vraiment... Là, ça nous permet de se sentir connectés. Cependant, ce qu'il faut travailler, c'est notre capacité à reconnaître que, là, je suis peut-être un peu trop dedans l'autre. Et puis, quand je suis dedans la détresse de l'autre à ce point-là, je suis pas en mesure, je suis pas une thérapeute. Non, je suis pas en mesure d'être un miroir réflexif. Je suis pas en mesure je suis pas dans une contenance. Je suis dans un envahissement. Puis c'est normal, ça nous arrive tous. Donc, quand je parlais de l'empathie, ça nous fragilise pas. L'empathie, c'est notre outil. Il faut travailler, retravailler, continuer à travailler notre capacité à l'utiliser d'une manière qui nous sert et d'une manière qui sert notre client aussi. Puis comment qu'on sait que, pour plein de raisons, on n'a pas pu, on n'a pas su contenir cette empathie-là, l'utiliser pleinement, puis que là, on aurait peut-être un trauma vicariant. C'est quoi les signes, tu sais? Ben, je vais amener une nuance à ta question parce que moi, je pense, puis un peu comme je mentionnais, là, il y a plusieurs compréhensions de ce qu'est un trauma. C'est la même chose pour le trauma vicariant. C'est un thème qui est discuté de plus en plus dans la littérature, dans des formations. On va sur YouTube, il y a des vidéos, là, c'est quoi? Il y a différentes conceptualisations. Personnellement, moi, je suis de l'école où est-ce que je vois le trauma vicariant pas comme quelque chose qu'on attrape. Ouais. Je vois le trauma vicariant pas comme une maladie. C'est pas un signe que j'ai fait quelque chose de pas correct, que je suis pas une bonne thérapeute, que je suis pas un bon avocat, que je suis pas une bonne... Non, rien de tout ça. Le trauma vicariant, d'après moi, si ton travail y implique d'écouter, comme je dis, de témoigner des récits de trauma et de l'empathie, tu as un trauma vicariant. C'est part of the deal. It's part of the deal. Fait que la question, c'est, comment est-ce qu'on l'apprivoise? Right? Comment est-ce qu'on l'apprivoise? Comment on l'apprivoise? Ça fait que, moi, mon trauma vicariant, il ressemble à quoi? C'est ça ta question, c'est... Moi, comment je fais pour savoir je suis où dans mon trauma vicariant, on va dire? Comment je le reconnais? Comment je le reconnais? Fait qu'il faut le voir un peu comme le continuum du bien-être. Oui. J'imagine juste entre thérapeute ou professionnel de la santé. Toi, ça ressemble à quoi, ton trauma vicariant? Mais en art-thérapie, ça ferait des choses des intéressantes, là, donc, voilà, on a le continuum du bien-être. On pourrait imaginer un continuum du trauma vicariant. Où est-ce que, moi, en lien avec mon trauma vicariant, ça ressemble à quoi quand je suis dans le vert? Mais quand je suis dans le vert, je me sens équilibrée. Je me sens good enough.
J'arrive à à pas déborder dans mes heures. J'arrive, je suis à jour dans mes notes cliniques. C'est un gros indicateur. Donc, je suis good enough, hein, le Winnicott là, qui nous rappelle là, qu'il faut être bon, assez bon. Je suis suffisante. Suffisante. Donc, voilà, j'arrive à, d'avoir de la compassion pour moi-même, d'autocompassion. C'est comme la relation envers soi-même qui est pas tant affectée, tu sais, c'est comme... Relation envers soi-même, la relation avec les clients, relation avec les collègues, relation avec les gens dans mon entourage, ma famille, la relation aussi avec le monde. Ça fait que, tu sais, c'est vraiment les trois... Moi, quand je pense à apprivoiser son trauma vicariant puis reconnaître, OK, comment je sais que je suis davantage activée? Comment je sais que là, je m'en vais vers le rouge, tu sais? Il y a comme les trois piliers. Donc, il y a la relation avec moi-même, il y a la relation avec les autres, puis la relation avec le monde. Fait que, tu sais, de manière très simple, on peut en parler en long et en large, mais tantôt, tu mentionnais les croyances, tu sais. Mais c'est un peu la même chose. Ça fait que toutes nos croyances fondamentales, qui sont en lien avec ces trois sphères-là, puis ça, c'est différent pour chaque personne. Puis c'est bâti à partir de nos relations primaires, nos expériences à l'école, nos expériences dans la société. Les fondements de ces croyances-là sont multiples. Mais je peux donner comme exemple, moi, mon accent le trahit. C'est pas rien à trahir. Je suis très fière acadienne, oui. Acadienne. Mais c'est ça, acadienne. Mais tu sais, mes croyances fondamentales envers moi-même, c'est que je suis quelqu'un de créatif, je suis débrouillarde, je suis quand même sociale. Puis, mes croyances envers les autres, c'est que les autres sont généralement dignes de confiance. Ouais. Donc, je sais que moi, quand j'entre en relation avec les autres, d'emblée, je vais faire confiance avant d'être méfiante. Mais là, tu as travaillé avec des policiers. Oui. Oui. Puis, justement, mais au fur et à mesure de travailler avec une certaine clientèle qui amène beaucoup d'enjeux de sécurité. Mais oui. Des histoires de personnes qui vont venir ébranler, qui vont venir ébranler le sentiment de sécurité. Mais tu sais, demande-moi si là, maintenant, ma fille va aller tout seule au parc après 5 heures. Et là là. Mais elle ira peut-être pas au parc tout seul avant très longtemps. Oui. Avant sa majorité à 52 ans. C'est ça. Alors que, tu sais, moi, en Acadie, Oui. C'était ça, là, tu sais. Ensuite de ça, donc, puis là, ça part de la relation avec le monde. Ouais. Hein? Autant les autres que le monde en général. Est-ce que tu es quelqu'un qui voyage, qui voyagerait tout seul avec son pack-sac? Tu sais, est-ce que tout d'un coup, on voyage plus de la même manière? Est-ce que dans la ville, on se déplace différemment? Est-ce qu'on se sent différemment quand on marche dans les rues de la ville ou de notre quartier ou de notre village? Donc, c'est vraiment... Les changements peuvent être multiples, mais quand on parle de trauma vicariant, comparativement à d'autres types de phénomènes ou de troubles de la santé mentale même, ce qui va vraiment venir comme définir, ou en tout cas... comment dire, ce qui est particulier au trauma vicariant, c'est qu'on parle vraiment des changements internes au système de croyances, puis notre mode d'entrer en relation avec, comme je mentionnais, soi-même, les autres, puis le monde. Ça fait que si on est capable d'identifier sur, mettons, le continuum, là, on a vert, ça va bien, le jaune, ça va plus ou moins bien, orange, on voit des changements ça commence à affecter notre fonctionnement. Puis dans le rouge, là, notre fonctionnement, ça marche plus. Right? Fait que si on est capable d'identifier, nous, à la base, c'est quoi nos croyances, on va être capable de prendre conscience des changements. Oui, de remarquer, je commence à m'éloigner de mes croyances. Est-ce que j'ai peut-être juste plus
une conscience du monde. C'est comme là, toi, mettons, avec éventuellement ton enfant pour aller au parc. Si jamais tu habites à Montréal et tout, c'est vrai que, tu sais, ish. Mais est-ce que, un peu comme avec le trauma normal, tu sais, le trauma régulier dont on parlait, est-ce que là, mes comportements font en sorte que maintenant, je vais même plus autoriser à ce que ma fille soit au parc à 13 ans avec des copines un samedi après-midi? Est-ce que là, je suis peut-être pas un peu trop loin? Exactement. Ça fait que, tu sais, d'être conscient de c'est quoi mon trauma vicariant et que c'est normal. Oui. Tu sais, c'est tout à fait normal. Tu sais, jadis, quand je travaillais, quand j'ai commencé mon travail en trauma avec des femmes qui étaient victimes de différentes violences, moi, je m'en suis rendu compte, puis c'est là d'ailleurs que j'ai découvert c'est quoi le trauma vicariant. Je savais pas c'était quoi, puis j'ai découvert c'était quoi à travers la littérature, en cherchant des réponses à mes questions. Moi, je me suis mise à changer de trottoir si un homme marchait vers moi. Je me suis mis, par exemple, si quelqu'un marchait derrière moi, là, j'étais comme hyper vigilante. Puis là, je laissais la personne passer devant moi. Donc, je me suis mis à remarquer des comportements qui étaient vraiment pas normaux parce que j'ai toujours eu... Mes meilleurs amis ont souvent été des hommes, des garçons. J'ai toujours entretenu des belles relations avec les personnes, hommes, dans ma vie. Puis là, tout d'un coup, je voyais cette confiance-là s'effriter, ce sentiment de sécurité-là dans le monde s'effriter. Donc, c'est là que moi, j'ai cherché à avoir des réponses aux questions, parce que je me disais, mais y a-t-il quelque chose qui m'est arrivé dans mon passé qui est enfoui, tu sais? Puis, alors que je me suis rendu compte que, et c'est la définition d'un trauma vicariant, puis à partir du moment où est-ce que j'ai intégré la notion que c'est normal, on redevient humain. C'est plus un ennemi, c'est pas un monstre, c'est pas quelque chose qu'on a manqué dans notre formation. Rien de ça. C'est juste normal. Puis, tu sais, c'est important de le nommer que on est changé par les différents événements de notre vie. C'est normal. Donc, c'est normal qu'on soit changé par notre travail, d'autant plus quand notre travail y implique de contenir, comme je mentionnais, puis d'être exposé à des atrocités, vraiment. Mais là, ça m'amène, tu sais, j'ai comme eu un flash pendant que tu disais ça, changer de bord de rue, puis tout ça, tu sais. Là, toi, c'est parce que tu avais eu des épisodes répétés d'entendre des histoires de femmes qui ont été violentées, puis tout ça, tu sais. Tu disais par rapport à tes relations avec tes hommes. Mais tu sais, j'ai l'impression que ça, c'est le genre de comportement que la majorité, sinon toutes les femmes ont. Et pourtant, elles sont pas toutes exposées à des histoires d'horreur au quotidien. Il y a des personnes qui travaillent pas dans des milieux où est-ce qu'elles entendent des récits comme ça. Est-ce que le trauma vicariant ou est-ce que le trauma tout court, ça peut être contagieux un peu pour monsieur, madame, tout le monde, tu sais? Est-ce qu'on peut entendre, par exemple, l'histoire de sa voisine qui a vécu un accident d'auto, puis là, tout d'un coup, se mettre à capoter sur sa propre conduite automobile? J'aurais tendance à dire non. Tu sais, ce que tu décris, moi, ce qui me vient d'emblée, c'est... Ben, qu'est-ce qui fait que pour cette personne-là, pour cette dame-là, qu'est-ce qui fait que d'entendre cette histoire-là, ça l'a touchée particulièrement? Il y a quelque chose sous-jacent. Exact. Tu sais, c'est pas un rhume, c'est pas un virus respiratoire qu'on pogne dans l'air, tu sais. Donc, c'est pas contagieux dans ce sens-là. Mais qu'est-ce qui est tout à fait normal, c'est qu'on soit thérapeute ou non, que mon amie, ma voisine, que je connais, j'ai une relation avec, quelque chose lui arrive, puis qu'elle me raconte, puis que c'est horrible. Que ça me bouleverse. Ben, c'est tout à fait normal que ça me bouleverse. Tout à fait normal. Puis, d'ailleurs, comme dans la définition du trauma, on a la Bible pour les psychologues, on a l'espèce de livre, le DSM, là, qui vient le fameux DSM, qui vient définir les différents troubles de la santé mentale. Dans la version révisée du trouble du stress post-traumatique, le premier critère pour ce diagnostic-là, mais c'est justement avoir vécu un événement, comme on mentionnait, où est-ce qu'on a perçu une menace, OK? Mais c'est d'avoir vécu directement
ou indirectement. Puis, dans la définition de ce critère-là, on a aussi apprendre la mort ou la blessure là, grave d'un proche. Donc, de manière, là, avec de l'horreur ou par surprise, là, quand on s'y attend pas. Donc, c'est reconnu dans le DSM. Là. C'est reconnu un peu. Au final, on peut parler d'un appel téléphonique. Oui. Que dans le fait et dans ta cuisine, tu n'as pas de danger, et pourtant... ça change ton monde. Ouais. Ça change ça peut être une expérience traumatique. Exactement. Puis, sur ça, juste peut-être revenir un peu là, sur la notion du trauma vicariant puis de contagion, là. Justement, la définition dans la dernière version du DSM a ajouté une mention dans la définition où est-ce qu'on reconnaît un événement à potentiel traumatique comme étant l'exposition répétée à du contenu de cruauté ou d'horreur dans le cadre des fonctions professionnelles. Donc ça, ça ajoute au fait que c'est normal. Là. Oui. Urgentologue. Ça arrive. Avocat, comme tu as dit. Des gens qui entendent des histoires. Oui. J'aurais aimé ça que tu nous expliques un peu comment ça fonctionne l'empathie. Parce que tantôt, on disait, c'est normal d'être bouleversé par sa voisine qui est arrivé quelque chose, mais il y a du monde qui ne sont pas tant bouleversés par ça aussi, qui n'ont pas énormément d'empathie. Pourquoi certaines personnes en ont plus que d'autres? D'où vient ce processus-là d'être sensible à la souffrance des autres? C'est une super de belle question. Puis, je ne suis pas neurologue. Ça serait une réponse neurologique. J'ai l'impression que oui, mais mettons, ma compréhension de ça, c'est certes que chaque individu est différent. On a tous notre structure de personnalité va être différente, la mienne, de la tienne. Et puis, on a tous nos compétences, puis on a tous nos limites. OK? Ça fait que c'est sûr que l'empathie, qu'on peut comprendre comme étant le fait d'être capable de m'imaginer, de m'imaginer puis de connecter avec la souffrance de l'autre. Un peu de se mettre dans les souliers de l'autre pour saisir ce que l'autre vit. Puis il y a une différence entre l'empathie et la sympathie, là, où est-ce que... puis justement, dans les relations personnelles, on va avoir tendance à plus vivre la détresse de l'autre. De ta meilleure amie, exact. Alors que quand on exerce une profession et puis qu'on est exposé à de la détresse, puis qu'on est exposé à une charge émotive, on veut utiliser l'empathie, qui est le fait d'être capable de... un peu la métacognition, de réfléchir à, mais aussi de ressentir, là. Donc, de saisir ce que l'autre peut vivre. Fait que notre empathie, nous permet là, de créer le lien. Nous permet ensuite de venir approfondir la compréhension, puis de pousser des liens qui peuvent être faits dans le cheminement. Mais c'est pas tout le monde non plus qui devient psychologue. Pour revenir à la question, c'est pas tout le monde qui choisit de devenir infirmier, infirmière. Puis, c'est pas non plus parce que tu as beaucoup d'empathie que nécessairement tu vas choisir un travail ou une profession ou est-ce que c'est l'empathie qui va être ton outil premier. Puis, c'est bien. C'est bien que tout le monde ait un peu des niveaux d'empathie différents. Oui. Puis qu'ils l'utilisent différemment parce que le monde ferait pitié. Oui, il faut différentes forces. Il faut différentes forces. Les personnes qui vont être parfois là, des têtes d'entreprise puis qui ont des décisions très difficiles, complexes et rapides à prendre, peut-être que s'ils sont constamment dans leur empathie... Ça va être plus difficile de trancher, peut-être. Oui, parce c'est ça. Exact. Ils vont se mettre à la place de tout le monde, puis là... Exact. Fait que c'est bien que tout le monde soit différent dans son empathie. Quand on reconnaît que, par exemple, on en a beaucoup, tantôt tu demandais est-ce que l'empathie peut nous fragiliser? Oui. D'avoir beaucoup d'empathie sans le reconnaître,
Mais on peut être plus assujetti à faire des épuisements professionnels. D'avoir beaucoup d'empathie sans le reconnaître. Exactement. Peut nous rendre plus sujets à faire des épuisements, le fameux burn-out. Fait qu'en fait, c'est déjà de reconnaître, moi, je suis quelqu'un de très empathique, j'ai une grande sensibilité envers les autres. Ça, c'est une forme de protection. Absolument. Absolument. Le numéro 1, là, je dis normal là, depuis tantôt, là, je pense que comme la base du message à passer, à véhiculer quand on parle de trauma vicariant, puis des autres phénomènes connexes, là, fatigue de compassion, épuisement professionnel, etc., ben c'est normal, parce qu'on est humain, ça vient avec. T'sais. Mais c'est pas parce que je suis empathique et que j'ai nécessairement un trauma vicariant que ça va nécessairement se développer à un épuisement professionnel ou à une dépression ou à une anxiété qui déborde puis qui devient généralisée, par exemple. Donc, que je me trouve dans le rouge. Je peux être très empathique, faire un travail en trauma, donc vivre avec un trauma vicariant, puis être très bien là, dans le vert et le jaune. La question, c'est justement, est-ce que je suis capable de reconnaître qui je suis? Right? Ça fait que, ben oui, moi, je suis quelqu'un de très empathique. Et je suis quelqu'un, sais-tu, que vu dans mon empathie et mon historique, ben, je suis quelqu'un qui est très généreuse. Donc, qu'est-ce que ça peut amener dans le travail? Ben, ça peut amener à avoir de la difficulté à mettre certaines limites. Donc, par exemple, ben, dire, sais-tu, moi, ma journée de travail, là, je la termine à 4 heures, t'sais. Mais elle a vraiment besoin d'être vue. Ça fait que exceptionnellement, ben oui, je vais vous voir à 4 heures cette journée-là. Et puis, 1 an plus tard, ben, tout d'un coup, on se rend compte que comme ça fait 6 mois qu'on fait des journées de 8 heures, tu sais, puis 8 heures, mettons, je sais pas, dans un autre travail, ça peut être très normal et bien, mais 8 heures... 8 heures de clients santé mentale, là. C'est beaucoup, tu sais. Donc, le fait de se connaître, c'est vraiment important parce qu'à partir du moment où tu reconnais, par exemple, que toi, dans ton empathie, tu en as vraiment beaucoup, ben, ça veut dire que tu dois demeurer consciente et active dans tes efforts de maintenir un équilibre dans ton empathie. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser, tu sais, là, oui, dans le cadre du travail, mais, tu sais, disons, moi, ma clientèle, c'est des adolescents puis des adultes. Puis j'entends souvent des personnes dans mon bureau qui, eux, vivent au quotidien à la maison avec des personnes qui ont des enjeux de santé mentale, une maman qui est très, très anxieuse, un conjoint qui est des enjeux de consommation ou troubles dépressifs, quoi que ce soit. Puis souvent, tu sais, j'ai l'impression que c'est des personnes qui ressentent les émotions des autres fortement, tu sais. Puis c'est un travail, je trouve, thérapeutique d'apprendre à différencier. Bien ça, c'est-tu ton émotion ou c'est celle de maman, tu sais? Est-ce que c'est toi qui as peur de ça ou c'est maman qui a peur de ça? Ça serait ça aussi, de mettre des limites, d'apprendre la nuance. Et de s'octroyer le droit de ne pas prendre cette émotion-là. Souvent, ça, c'est la chose la plus difficile, tu sais, on va le faire, le travail, là, de reconnaître, OK, ceci, ça m'appartient, ça appartient à l'autre. J'ai le droit de ne pas prendre cette émotion-là. En ce moment, ça ferait du bien à ma mère, ça ferait du bien à mon conjoint, ça ferait du bien même à mon enfant, hein, que je prenne cette émotion-là pour la personne. Mais j'ai le droit de ne pas la prendre. Et pour s'octroyer ce droit-là, il faut faire confiance que l'autre va survivre à son émotion et que si jamais la catastrophe survient, ben la catastrophe survient. Tu sais, il me vient en tête, par exemple, des parents où est-ce qu'on peut avoir des enfants qui vont être au prix d'enjeux de consommation. Souvent, le cycle qui va être difficile à défaire. Puis, des fois qu'on ne défera jamais, c'est l'espèce de maintien. Oui. Hein? Puis, justement, où est-ce que il faudrait mettre des limites. Mais des fois, de mettre ces limites-là, ça peut vouloir dire que
c'est extrême et que mon enfant, potentiellement, se retrouve à la rue. Oui, c'est une atteinte à la relation ou Absolument. je vais pas te le prêter le 2000 pièces là, tu sais. Ben là, je vais pas pouvoir payer mon loyer. Oui, c'est ça. C'est ça fait que, méga défi, là. tu sais, fait que, autant, tu sais, la théorie va nous dire faut mettre des limites, mais après ça, on reste humain. Puis il faut avoir de la compassion envers soi-même, puis reconnaître que des fois, il y a des limites qu'on ne sera pas en mesure de mettre. Puis c'est correct. Mm-hmm. C'est good enough. C'est correct. Mais la même chose s'applique à nous en tant que thérapeute ou en tant que professionnel, peu importe la profession. Je reviens à thérapeute parce que je suis moi-même, mais là où il faut... il y a quelque chose où est-ce que la différence, OK, entre les relations que je développe dans le cadre de mon travail, puis les relations dans ma vie personnelle, en tant que thérapeute, que psychologue, j'ai le devoir d'établir des limites. Mm-hmm. J'ai le devoir légal de prendre soin de moi pour que je puisse prendre soin de. Puis prendre soin de, mais c'est d'être une assez bonne thérapeute pour outiller mes clients à prendre soin d'eux-mêmes. Oui, puis qu'ils refassent la même chose dans leur vie personnelle également, à mettre des limites. Exact. Donc, elle est là, la différence. Donc, les personnes qu'on voit dans nos bureaux, ben, c'est pas un devoir. Puis même en tant que parent, on pourrait dire, ben, c'est un devoir de mettre des limites. Oui, c'est un devoir de garder nos enfants en vie. C'est un devoir d'en prendre soin. Mais très vite, il y a une question de valeur, il y a une question de culture, tu sais, le comment ça prend forme, mais c'est très subjectif, puis ça peut appartenir à chaque adulte, tu sais, à chaque individu. Puis concrètement, comment est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un, mettons quelqu'un que son collègue est très prenant, là, t'es sa ressource, là, elle texte tout le temps. Comment est-ce qu'on peut dire concrètement à la personne qu'on met des limites? Tu sais, là, tu disais les heures de travail, puis tout ça, puis là, nous, en tant que thérapeute, ben c'est 50 minutes, une rencontre. Mais mettons, pour monsieur, madame, tout le monde, mettre des limites sans heurter la relation. Tu sais, je veux peut-être garder un bon lien avec ma belle-sœur, je veux peut-être garder un bon lien avec mon collègue. Est-ce qu'il y aurait comme des mots-clés à utiliser pour... Je pense que oui. Tu sais, le fameux truc « parler au jeu ». Ouais. Mais à la base de ça, il faut accepter la possibilité que la personne soit heurtée. Oui. Pour un certain temps ou à l'éternel. On ne peut pas changer les autres, ça c'est certain. Mais oui, quand on vient instaurer des limites, je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait une résistance. Oui, parce que c'est une dynamique relationnelle qui fonctionnait pour des raisons, là. Ben oui. Qui bénéficiait aussi un peu à l'autre. Moi, à chaque fois là, que je pèse sur le piton, je reçois un bonbon, là. Oui. J'ai la dent sucrée. Ça fait que... Oui. On va peser dessus. Ben, le jour où est-ce que je pèse dessus puis que j'ai pas de bonbons, là, ben, ça se peut que pendant un bout, là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tout le monde fait? Avec la manette qui arrête de marcher. Oui, là. on va continuer de... Puis après ça, on fait... Tang, tang, tang. Ouais. Tu sais, fait que le bouton, là, je vais peser dessus. Je vais peut-être attendre le jour de peser dessus. Puis là, couple de fois, je vais me dire, ben, si je pèse plus fort, le bonbon va venir. Oui. Puis à un moment donné, ben, je vais brasser la machine. J'ai vu mes bonbons! Jusqu'à ce que, éventuellement, ben, je vais devoir m'y faire au fait que, ben, gars, la machine, elle fonctionne plus comme qu'elle fonctionnait. Oui, c'est de mettre une limite, mais le défi, c'est également de la maintenir, de se respecter. C'est ça. Si tu dis à ton collègue, tu sais, hey, pour elle, le soir, moi, c'est vraiment important de passer du temps avec ma famille. Je vais te répondre demain, tu sais. Oui. Puis que la personne, elle insiste, le soir, elle insiste. Puis là, que tu dis à ta conjointe en disant, hey, je vais juste répondre à ce message-là, là, elle arrête pas d'insister. Tu viens de ne pas respecter ta limite. Exactement. Tu viens de donner le bonbon. Ouais. Pour ça, concrètement, là, quand on vient à mettre des limites dans ce genre-là, puis c'est souvent... Ça, c'est des limites qui sont difficiles, mais qui sont... qui sont difficiles à mettre, mais qui sont essentielles. Ouais. Dans des bonnes pratiques, là, vraiment, la charge de travail, de limiter le nombre de dossiers, de la varier. Il y en a beaucoup. En ce moment, c'est une réalité.
je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais quand on appelle au privé pour avoir un suivi avec un psychologue, souvent le message qu'on a sur la boîte, c'est « Je ne prends plus de nouveaux patients ». Ouais. C'est pas une invitation Ouais. à laisser un message. Pas au centre thérapeutique boréal, par exemple. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Puis, c'est une réalité. T'sais. Donc, si moi, par exemple, je sens que je suis surchargée et que je me dis, ben, je vais me surcharger de plus parce que la personne qui me contacte, elle me dit, ça fait 4 personnes, ça fait 4 endroits que j'appelle, puis que, tu sais, ben, je rends pas service à cette personne-là. Parce que je m'use, en fait. Je dépasse mes limites. OK? Donc, je suis mieux de la référer à un endroit où il y a de la place. Et puis que, bon, ben, on met pas les gens en surcharge, tu sais, pour voir aux besoins des individus. Mais donc, de limiter sa charge, puis de travailler dans les heures du travail, ça en fait partie. Puis, de pouvoir investir les relations en dehors du travail, ben, c'est essentiel, mais pour y parvenir, il faut justement arriver à mettre ces limites-là. Donc, par exemple, arriver à la maison, de faire le message, écoute, je sais que tu vis quelque chose de difficile, puis jusque-là, j'ai été beaucoup là pour toi, mais en ce moment, je dois amener des changements, puis j'ai besoin, moi, de décrocher après telle heure. Puis après telle heure, ben, vous désactivez vos notifications. Quand vous arrivez à la maison, puis ça, d'ailleurs, c'est sûrement là, une conférence en soi, là, on devrait avoir des paniers à la porte. Pour les téléphones. Oui. Toute la famille. Oui, le panier, tu sais. Dans l'ancien temps, là, nous autres, on avait des téléphones à la maison avec une cassette là, qui enregistrait les messages. Tu arrivais, puis tu les écoutais. Puis si les gens avaient vraiment besoin de toi, ben, ils appelaient. Oui, le sentiment d'urgence, c'était pas la même chose à l'époque. Là. Exact. Tu recevais un message, là, t'es bouleversant, je vais l'appeler demain. Exact. Maintenant, c'est tout de suite. T'sais. Oui, il y a cette attente-là. Comment tu fais pour différencier qui tu es de ce que tu fais? Difficilement. Ouais. Très difficilement. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai eu de la difficulté avec. Ça fait pas très longtemps que je suis psychologue, là. Mais Est-ce que tu étais art-thérapeute? J'étais art-thérapeute. Je suis art-thérapeute depuis plus longtemps. Là. Mais il y a quelque chose où est-ce que, comme art-thérapeute, je suis artiste. Puis l'artiste devenu thérapeute, c'est comme si le moi en dehors et le moi professionnel, c'est très fluide, puis c'est correct. Et puis, tout d'un coup, ben, là, quand je suis devenue psychologue, mais dans les internats, au début, tu fais psychothérapie, donc thérapie verbale. Donc, pas art-thérapeute. C'était très difficile pour moi parce que je sentais que ton identité, il y avait vraiment une démarcation. Là, ouais. La partie artiste de moi, elle n'entrait pas dans le bureau, donc j'avais beaucoup de difficultés à naviguer tout ça. Jusqu'à ce qu'un superviseur me dise quand même, mais ça se fait plus, ça, là. C'est de l'ancien temps, là, cette idée-là que t'es un canevas blanc, puis que t'es neutre, puis que tu laisses quitter à la porte. Comme non, quitter, ben, amène toutes les belles couleurs de quitter comme thérapeute. Puis, fait que ça, pour moi, c'est comme si tout d'un coup, ben, ça a permis ces portes-là qui gardaient, comme on dirait, deux individus séparés, aux portes de s'ouvrir, puis c'est beaucoup plus fluide. Mais ça, c'est moi. Oui. C'est propre à chacun. J'ai quand même une identité qui est personnelle. Mon histoire de vie, elle n'est pas présente dans la salle, mais elle est présente dans le sens qu'elle informe mon empathie. Elle informe... des fois, des liens que je peux faire, de puiser dans ses propres expériences puis dans qui on est, mais ça peut nous aider des fois à tisser des liens avec des personnes avec qui ça peut être plus difficile de tisser un lien. Ouais. Donc, oui, je pense pas que les deux... C'est mon opinion, mais je pense que c'est très fluide, mais il y a quand même certains barèmes, il y a quand même certaines limites, on va dire.
puis qui sont importantes de reconnaître puis de maintenir. Parce que c'est un peu similaire dans le travail avec le personnel policier, où est-ce que dans les interventions, mais il y a tout un langage qui est codifié. Puis c'est important d'avoir ce langage-là, parce que nous, on va vraiment encourager les personnes, autant que possible, à ne pas s'identifier à dépersonnaliser. Puis c'est difficile pour nous, en tant que citoyens, des fois, de comprendre ça, mais c'est parce que ça protège la personne. La personne est là pour nous protéger. 100%. Si on veut qu'elle soit en mesure de nous protéger pendant longtemps, mais elle ne peut pas s'intéresser à l'histoire de chaque personne, puis que le prénom de chaque personne s'incruste dans la mémoire, puis tout d'un coup, chaque événement devient un événement à une charge émotionnelle importante. Puis c'est la même chose pour nous. Où est-ce que, quand je parlais de l'équilibre de l'empathie, moi, je sais que les personnes, les cas où est-ce qu'il y a beaucoup de similarités dans nos vies ou dans des événements de vie, je sais que dans ces cas-là, pour moi, ça va être plus important, plus difficile, mais donc plus important de consciemment maintenir un équilibre dans mon empathie. Donc, ça se peut que je demeure dans une présence empathique qui va être plus cognitive. Puis, je vais faire des exercices, vraiment des techniques conscientes pour osciller, on va dire, entre je suis dans l'empathie, dans l'émotion, de ce que la personne vit, et je reviens dans mon corps. Je vais toucher la chaise, je vais toucher les accoudoirs. Je vais aussi éviter de m'imaginer ce que la personne vit, donc les images. Donc, je vais vraiment focusser sur les mots, un peu comme si je prenais des notes. Puis d'ailleurs, des fois, de prendre des notes, ça va aider à créer une distance. Donc, ouais. Merci pour ta réponse, Catherine. Je pense on pourrait en jaser pendant des heures encore. Merci pour la générosité de ton partage. En terminant, est-ce que toi, tu as des projets qui s'en viennent? Je sais que tu fais de la formation, que tu as des conférences. Où est-ce qu'on peut retrouver un peu... Oui, en fait, récemment, là, j'ai une formation qui est accréditée par l'Ordre des psychologues du Québec. Donc, une formation... Pour les professionnels en santé mentale. Oui, exactement, mais en relation d'aide. Donc, c'est pas limité à des psychologues, psychologues, art thérapeutes, infirmières, travailleurs sociaux, etc. Donc, qui portent sur le trauma vicariant, la fatigue de compassion, puis l'usage de l'expression par l'art comme moyen de soin de soi, puis de conscience de soi. Un peu là, comme comment apprivoiser justement notre trauma vicariant à travers de l'expression par l'art. Donc, ça, c'est un projet qui va, là, je vais lancer là, prochainement. Et puis, sinon, je continue là, à faire des conférences justement sur le thème, là, au besoin, puis à la demande. Puis ça me fait vraiment plaisir, comme aujourd'hui. Mais on va mettre toutes tes informations de toute façon là, en lien avec le podcast. Merci encore beaucoup pour ton temps. C'est très apprécié. Je suis certaine que nos auditeurs ont énormément apprécié. C'était vraiment agréable de jaser avec toi. Merci. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et d'avoir pris ce moment pour vous dans cet épisode de Créer, Grandir, Soigner. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur Spotify, YouTube ou votre plateforme préférée. Si cet épisode vous a plu, laissez un avis ou un commentaire. C'est toujours apprécié et ça nous aide énormément dans notre mission à faire rayonner la santé mentale. D'ailleurs, n'hésitez pas à le partager à une personne qui vous est chère. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, TikTok et Instagram. Pour aller plus loin dans votre bien-être et votre épanouissement, nos cliniques vous accueillent avec une équipe dédiée à la santé mentale et au mieux-être. Découvrez tous nos services, ateliers et retraites sur centrethérapeutiqueboréal.com. Quelques petits mots importants. Ce podcast est proposé à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne remplace en aucun cas un avis, un diagnostic ou un traitement médical, psychologique ou thérapeutique professionnel. Si vous avez des préoccupations concernant votre santé mentale ou physique, nous vous encourageons à consulter un professionnel qualifié. À très bientôt!